Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 8 où dans la vidéo précédente on a s'intéressé à ce que c'était qu'une métrique et puis on a vu des exemples de ce qui était calculable comme métrique sur du logiciel. Bien, dans cette vidéo on va s'intéresser à composer des métriques ensemble pour identifier classiquement des problèmes de conception parce que ça reste ici un cours de conception. C'est toujours basé sur l'excellent tutoriel de Girba, Lanza et Marinescu, donc qui a été présenté à IXI. Et on va s'intéresser vraiment ici à la notion de composition. Pourquoi? Eh bien parce que classiquement, ce qu'on a vu là, et ce dont on a un petit peu l'intuition jusqu'à présent, c'est que les métriques qu'on a définies, donc nombre de lignes de code, nombre de méthodes, complexité cyclomatique, couplage et ce genre de choses, eh bien ça reste des chiffres. Maintenant, si je vous donne, eh bien, voilà, ces valeurs, vous avez 35 175 lignes de code, il y a 3618 méthodes dans le logiciel. Qu'est-ce qu'on va en faire, nous, en tant que développeurs? Ben, pas grand-chose en fait, parce que ça nous apporte vraiment peu d'informations en tant que tel. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt, et ce qui nous intéresserait, c'est comme on l'a vu, hein, le non-respect des principes de conception, l'identification de défauts de conception dans notre système, et ce qu'on va chercher à faire par la composition des métriques, c'est à identifier eh bien, ces situations. On va reprendre un exemple dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le cours, qui est le blob. Donc l'idée de ce défaut de conception, le blob, ou aussi appelé la classe Dieu, c'est cette classe qui suit le chemin de moindre résistance, donc dans laquelle on va centraliser toute l'intelligence, parce que c'est plus facile de le faire à cet endroit-là, et qui va tout faire, et qui va utiliser des données qui proviennent de classes qui sont, elles, purement structurelles, donc dont les objets ne contiennent que des données et pas de traitement. Donc on l'a vu, c'est une mauvaise décomposition de notre système, tant fonctionnel que structurel, et c'est quelque chose qu'on cherche à éviter à tout prix dans notre logiciel. Bon, ça c'est une définition littérale. Donc un blob, ça centralise toute l'intelligence, ça fait tout, et puis ça utilise des classes purement structurées. On va garder des informations importantes, pertinentes, donc on va virer le bruit dans la définition, et on va garder donc uniquement ces trois points. Un blob centralise toute l'intelligence, fait tout, et utilise des données qui proviennent de classes purement structurelles. Si j'essaye de mapper ça, donc ça c'est des violations à des principes de conception, on est d'accord. Maintenant, il faudra arriver à mapper ça sur eh bien, des métriques. Comment on pourrait mapper ça sur des métriques? Eh bien, en fait, il nous suffit de regarder que centraliser toute l'intelligence du système, eh bien, on va mapper ça par être complexe, c'est approximatif, mais ça devrait être suffisant. Le fait qu'on fasse tout, c'est qu'on n'est justement pas cohésif, hein, on cherche couplage faible, forte cohésion, et si on fait tout le système, eh bien l'objet en tant que tel n'a pas de responsabilité, il fait plein de choses différentes, donc il n'est pas cohésif. Et pour finir, il utilise des données qui proviennent de l'extérieur, et bien ça se mesure assez facilement en regardant comment un objet va aller fouiller dans les autres objets avec lesquels il manipule. Et bien pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est fabriquer une règle d'affaires qui va identifier le défaut de conception blob, pardon. Et puis cette règle d'affaires, comment on la définit? Eh bien on la définit comme étant la règle d'affaires classe Dieu. Quand est-ce qu'on identifie une classe Dieu? On identifie une classe Dieu quand cette métrique est plus grande que few, cette métrique est plus grande que very high, et cette métrique est plus petite que one third. Alors on peut mettre une définition, hein, c'est-à-dire que la classe utilise plus des attributs qui viennent de l'extérieur que d'elle-même, sa complexité fonctionnelle est haute, et puis sa cohésion est faible. Donc c'est ATFD, WMC qu'on a vu dans la vidéo précédente, et TCC, qui sont donc des métriques qu'on a à disposition. Donc on est vraiment dans une idée de composition. On a donc toutes ces métriques, Access Foreign Data, Tight Class Cohesion et Weighted Method Count, qui sont donc nos métriques. On va pouvoir mettre des seuils pour les identifier, puis on va les composer en disant si ça c'est vrai, et alors ça c'est vrai, et ça c'est vrai, alors on est dans une situation où il y a une classe Dieu ou un blob. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est binaire. Dans ce cadre-là, comme c'est une conjonction logique, où il y a un blob, ou il n'y en a pas. Et le deuxième problème, qui est lié à cette approche-là par règle d'affaires, c'est comment on identifie ces seuils. Ça veut dire quoi? ATFD doit être plus que un peu. WMC doit être supérieur ou égal à très haute. Donc comment on définit few et very high? Eh bien tout ça, c'est des choses qui sont empiriques en fait, et qui vont classiquement reposer sur des mécaniques de logique floue par exemple. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau, c'est assez facile de dire si de l'eau est froide quand elle sort du robinet, c'est assez facile de dire si elle est chaude, mais entre les deux, la notion d'eau tiède, eh bien, il y a une zone de flou où
Là, tout le monde va être d'accord que c'est tiède, mais entre les deux, il y a certaines personnes qui vont penser que c'est froid et d'autres personnes qui vont penser que c'est tiède. Et puis à l'inverse, là, certaines personnes vont penser que c'est tiède, alors que d'autres vont déjà penser que c'est chaud. Donc c'est ce qu'on appelle de la logique floue, c'est une manière de composer et de gérer cette incertitude sur les informations, et c'est classiquement ce qu'on peut utiliser pour gérer la définition de ces seuils. Mais j'insiste vraiment sur le fait que déterminer les seuils, c'est un exercice très très difficile. Ça, c'est un sondage qui a été fait pour demander aux gens, voilà, si je vous dis always, pour vous, sur une échelle de 0 à 100, ça veut dire quoi? Et on se rend compte que always, déjà, même si c'est à l'extrême, il y a quand même des gens qui vont le mettre pas forcément à 100. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que plus on s'éloigne, donc plus on est vers le milieu, pardon, et bien plus on a des répartitions larges de ce que ça veut dire moyen. Donc trouver ces seuils, caractériser ces seuils, c'est vraiment quelque chose de difficile qui va demander de l'expérience et de l'expérience et de l'expérience. On peut prendre un autre exemple de composition qui arrive aussi souvent dans les codes que vous développez, c'est pour ça que je le prends en compte, c'est ce qu'on appelle la jalousie entre objets ou le feature envy, où en fait là, une méthode est dite jalouse quand elle est plus intéressée par les données qui proviennent de l'extérieur que par ses propres données, les données qui proviennent de l'objet qui est en train de l'exécuter. Donc ça, ce qu'on voit, c'est que ça se mesure avec, eh bien, toujours l'accès aux données étrangères, donc le ATFD qu'on avait sur la diapo précédente. Ça se mesure aussi avec d'autres métriques dont on n'avait pas forcément parlé jusqu'à présent, donc la localité de l'accès des attributs, et puis l'utilisation de fournisseurs de données externes. Et tout ça, eh bien, je peux le composer, pareil, pour fabriquer ma règle d'affaires qui est capable d'identifier s'il y a un feature envy ou pas. Comme on est sur des règles d'affaires et de la logique, eh bien on peut réutiliser tout ce qui est caractéristique dans le monde des règles d'affaires et puis dans le monde de la logique, fait qu'on peut utiliser des and, on peut utiliser des or, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi définir des fragments de règles, des choses qui vont être réutilisées. Parce que là, on est en train de définir, par la composition des métriques, une sorte de respect de la sémantique de nos principes de conception. Par exemple, là on a un principe qui est violé, qui est je révèle trop d'attributs et je ne suis pas complexe. Donc je suis en train d'être une classe qui est purement structurelle. Eh bien, ça, comment je peux le faire? Je peux le faire avec une disjonction de deux conjonctions, où je suis dans ce cas-là, ou je suis dans ce cas-là, mais dans l'un ou dans l'autre, ça sent pas bon, et on est en train de définir quelque chose qui est eh bien, purement structurel, ce qui ne serait pas des bons objets. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir réutiliser dans plusieurs règles d'affaires, parce que cette violation du principe de conception, eh bien, c'est quelque chose qui est plus profond que juste telle métrique est vraie et puis telle métrique est haute. Ok. Donc c'est vraiment important de garder en tête que les défauts de conception, comme ils reposent sur des principes de conception, ils vont partager certaines violations. Et puis c'est toute notre expertise en tant que développeur d'aller caractériser pourquoi c'est un défaut et du coup comment on va faire pour réparer ce défaut vraiment au niveau de sa racine et pas au niveau juste de patcher les défauts pour mettre un coup de peinture et faire comme s'il se passait rien. Il existe beaucoup d'entités et d'IDE qui travaillent sur la caractérisation des défauts et puis la visualisation. On va en parler un petit peu plus tard, beaucoup plus en détail dans la troisième vidéo. Là, c'est juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc il y a l'environnement Moose par exemple qui va vous permettre de représenter plein de métriques et puis de les composer et puis d'aller voir et analyser comment ces métriques se positionnent sur votre logiciel. Nous, ce qu'on va regarder en vraiment détail, c'est SonarCube, donc qui est un outil que vous avez à disposition. On va donc basculer en mode démonstration immédiatement. SonarCube, c'est donc un outil qu'on peut installer sur un serveur et puis qui va servir à analyser les projets à l'échelle de notre équipe ou de notre compagnie. Là, nous, on ne va pas faire ça parce que on n'a pas de serveur à disposition, donc on va l'installer sur une machine. On peut l'installer directement suivant la procédure d'installation. Moi, ce que je vais faire pour le cadre de cette démo, pour que ça aille plus vite, c'est utiliser Docker, qui est un système de conteneurs qu'on peut exécuter sur la machine, et qui donc va me fournir une version de SonarCube qui est déjà tout opérationnelle. Mais pour mettre ça en production plus proprement, il ne faudrait pas faire comme je fais dans la démo. Donc, comment on va lancer Sonar? Eh bien, on va utiliser une commande magique Docker qui est dispo sur la documentation de Sonar, où en gros, on demande à Docker de démarrer Sonar. J'ai pas Sonar sur ma machine, il est en train de télécharger eh bien, tous les artefacts, donc l'image qui permet de démarrer Sonar sur une machine. Et puis, une fois que cette image sera téléchargée, il va lancer un conteneur qui me permettra d'exécuter la version 8 communautaire, donc gratuite, de Sonar. Ce qu'on pourrait se demander maintenant, c'est ok, mais Sonar, ça va servir à calculer des métriques sur du code et puis à les composer pour potentiellement identifier des défauts. Il va me falloir un logiciel, puis un logiciel potentiellement un peu gros. Donc,
ce que je vous propose de faire, c'est d'aller étudier un logiciel open source que vous avez déjà manipulé, qui va être JUnit. Donc, je vais aller récupérer le code source de JUnit. Comment je peux faire pour récupérer le code source de JUnit? Eh bien, je vais aller sur GitHub, tout simplement. Et puis, en allant sur GitHub, j'ai à disposition le code source. Donc, dans la JUnit team de JUnit 4, c'est ce qu'on va utiliser. Et puis là, je vais pouvoir récupérer le code sur ma machine. Donc, je vais aller dans un répertoire temporaire, et puis je vais clone le code source de JUnit. Là, j'ai récupéré donc, le code source de JUnit qui est ici, et entre-temps, eh bien, mon système Sonar a démarré. C'est un système web, enfin on interagit avec un système web, donc Sonar est en train de démarrer, et puis ça prend un petit peu de temps, parce que là il est dans un conteneur qui n'a pas beaucoup de RAM, donc il est un peu à l'étroit, mais ça va pas tarder à arriver. En attendant, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà aller regarder ce qui se passe dans JUnit. Donc JUnit, c'est un projet Maven classique, donc je peux demander à Maven de faire un clean, par exemple. Ça ne devrait pas faire grand-chose parce que je viens à peine de cloner le projet, mais on voit donc que JUnit se lance, et puis ainsi de suite. Enfin, que Maven se lance sur le projet JUnit, et ainsi de suite. La dernière version de JUnit qu'on vient de récupérer, elle nécessite un Java 11 minimum pour se compiler, donc il faut que je dise à mon système que je suis en Java 11, ça c'est une spécificité Mac. Je vais donc lui dire de basculer dans la version 11, ça fait que maintenant si je fais un Java-version, il me dit qu'on est avec la version OpenJDK 11.0.8, et entre-temps Sonar a démarré. Bon, Sonar pour l'instant il connaît absolument rien à notre système, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement demander à Maven de compiler le logiciel pour nous donner de l'information. Parce qu'avant, on va travailler sur le code, mais on va travailler sur le code une fois qu'il a été compilé, que les tests ont été exécutés. Donc ce que je vais demander à Maven, c'est dans un premier temps de faire un package classique. Mais je vais lui rajouter ça. Donc je vais rajouter la demande qui est JCoco, c'est Java Code Coverage, et c'est quelque chose qui va instrumenter l'exécution de nos tests pour savoir quelles sont les branches qui ont été testées ou pas. Donc là, je demande à Maven de dire, eh bien écoute, lance le packaging de l'application, mais tu m'actives Jacoco avant de le faire. Donc on va lancer ça. Vous voyez, un des avantages de Maven en faisant ça, c'est que là, j'ai rien eu à installer sur ma machine à part Maven et Java. C'est un projet Java géré par Maven, donc il n'y a pas trop de surprises. Mais j'ai juste cloné le code source, et puis je peux immédiatement récupérer le code source, le compiler, l'exécuter, lancer les tests. Tout ça, ça se fait à travers donc Maven qui prend tout en compte. Là, il vient de finir la compilation. Il y a quelques warnings qui viennent de la version de Java. Il est en train d'exécuter tous les tests, parce que JUnit, c'est un système de test qui est lui-même testé. Il vient de finir, donc il vient de rouler 1091 tests, et on vient de terminer le packaging de JUnit sur ma machine. Maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est de fabriquer le rapport de couverture de code. Donc, maintenant que ça s'est exécuté avec Jacoco, qui est allé instrumenter les tests par lesquels on est passé, on va demander à Jacoco, écoute, fabrique-nous un rapport qu'on va pouvoir, avec lequel on va pouvoir travailler. Donc, ce rapport est en train de s'exécuter, il vient de dire, j'ai analysé 285 classes qui correspondent au code source de JUnit, et puis maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre toute notre code source, plus les informations sur les tests, et on va pouvoir pousser ça à Sonar pour que Sonar puisse faire son analyse et calculer les métriques. Donc on va prendre toujours Maven et on va lui demander, vas-y, envoie tout ça chez Sonar. Donc il récupère tout le code compilé, il récupère tout le code source, là il est en train d'exécuter toutes ces analyses en local sur ma machine, et puis une fois qu'il a récupéré toutes les informations dont il a besoin, il va pousser ça sur le serveur web qu'on a démarré précédemment. Donc là l'analyse est en train de se faire, et une fois que ça va être fait, donc là il est en train d'analyser des codes sources. Il faut être conscient que sur une machine ça va normalement plus vite parce que là on a le système de captation de la vidéo qui est en train de bouffer énormément de RAM et énormément de CPU pour enregistrer ce que je suis en train de vous raconter. Donc si on n'avait pas ça qui prenait une grosse partie des ressources, ça serait allé beaucoup plus vite. Et puis là on vient de récupérer donc, les tests qui ont été exécutés et les informations sur les tests. Donc tout ça, ça a été analysé. Là, ce qu'il est maintenant en train de faire, c'est de regarder le source code management. Donc il est en train de regarder qui a écrit quoi dans le code source pour potentiellement être capable de faire le lien entre des défauts de conception ou des problèmes dans le code et la personne qui en est responsable pour qu'on puisse potentiellement aller réparer ça plus facilement. Si on est responsable d'un défaut, c'est plus simple de le réparer nous-mêmes.
Et donc là, en 60 secondes, il vient de terminer l'analyse totale du projet. Fait que si je rafraîchis ma page ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on a un nouveau projet à disposition sur la machine, et puis ce projet, c'est donc JUnit. Il a fait l'analyse complète du projet, donc il nous dit que ça passe son quality gate, donc le code source est plutôt bien. Il identifie qu'il y a pourtant des bugs, des vulnérabilités, quelques erreurs de problèmes de bad smells, donc de petits problèmes de conception au niveau du code. Le code de JUnit est couvert à 85%, et puis il y a 0% de duplication. Donc on peut aller voir plus en détail ce qui se passe dans JUnit. Ça nous donne un aperçu global donc des bugs, des vulnérabilités et ainsi de suite. Et puis on peut aller explorer vraiment ce système. Donc je peux aller par exemple récupérer des informations sur la maintenabilité. Ça c'est une overview du projet complet. Donc en X on a la dette technique parce que SonarQube est capable de prendre chacun des défauts qu'il a identifiés et de lui affecter un temps pour le réparer. Donc on voit qu'il y a certaines classes qui nécessitent à peu près 3 heures de travail pour 3 heures et demie pour être réparées. C'est des mesures théoriques, hein, bien sûr, mais ça peut vous donner une idée, en gros, que ça sera plus facile, ça sera plus long à réparer que ça, qui est à zéro. Ici, en Y, c'est la couverture de test. Donc là, c'est couvert à 0%, et puis là, c'est couvert à 100%. La taille du rond est une information sur le nombre de lignes de code de la classe en question, et puis la couleur est une identification ou du taux de reliability ou du taux de sécurité. Et maintenant, je peux aller par exemple fouiller dans une classe en disant tiens, c'est bizarre, cette classe-là, elle est potentiellement peu testée, et puis elle n'est pas très fiable, et puis elle a quand même pas mal de lignes de code. Donc je peux cliquer dessus. Et puis je peux aller voir, ah c'est test case, donc peut-être c'est pas une bonne nouvelle en fait pour mon système. Et puis là, on a à disposition donc tout ce qui s'est passé dans le code. On peut voir donc les endroits où ça c'est couvert par un test et on l'a à disposition. On peut voir à quelle date ça a été commité et à quelle révision du code c'est disponible. Et puis on peut voir aussi donc plein de défauts qui sont identifiés au niveau de Java. Alors certains défauts sont un peu vraiment très très lié à Java, qui dit il faudrait catcher une exception par exemple et pas un throwable. Ça c'est un système de gestion des erreurs. Puis là ça va nous sortir des choses qui sont potentiellement plus problématiques, qui dit là on a un problème avec des lignes commentées qu'il ne faudrait pas avoir. Et ça nous donne aussi, ce code date de 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'on a ce défaut dans notre code. Et puis là, on peut voir aussi des choses qui sont des lignes de code pas testées, sur lesquelles on a des informations potentiellement problématiques, avec le fait que cette méthode peut renvoyer un null pointer exception, par exemple, et ce qui peut poser problème parce que c'est pas testé. Donc on teste pas ce genre de truc dans notre code actuellement. Et puis vous pouvez faire ça sur différentes dimensions. Par exemple, si on s'intéresse juste à la maintenabilité, donc de JUnit en tant que tel, eh bien on peut voir pareil, hein, c'est toujours le même bubble chart, la dette, le nombre de lignes de code, le seuil de maintenabilité défini par SonarQube, donc avec de la composition de métriques, et puis la taille, c'est le nombre de code smells qu'il y a dedans. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui a beaucoup de code smells, mais ils ne doivent pas être très très graves parce que Sonar considère que la maintenabilité est bonne. Donc si on va là-dedans, eh bien, on se rend compte que c'est la notion d'assertion. Et puis la notion d'assertion, on peut aller justement voir tous les problèmes qu'il y a là-dedans. Où là, il me dit, bah attention, là, il y a... vous utilisez un inférieur ou égal, mais ça serait mieux si vous utilisiez un supérieur parce que c'est une meilleure lisibilité pour le code, et ainsi de suite. Voilà qui va conclure cette vidéo sur Sonar. Quelque chose avant de vous quitter sur ce point est vraiment de garder en tête qu'il faut faire attention à l'utilisation des métriques parce que ça nécessite du bon sens. Si on peut faire dire tout et n'importe quoi à des métriques, par exemple, je peux dire que 40% des absences au travail ont lieu le lundi ou le vendredi. Mais oui, mais comme une semaine fait 5 jours, en fait, c'est plutôt logique parce qu'un jour c'est 20%, donc 2 jours c'est 40%, et puis en fait, on s'en fiche que ça soit le lundi ou le vendredi. Donc il faut vraiment faire très attention à ça, ça demande vraiment une analyse presque statistique des situations pour bien être capable de tirer le meilleur parti de tout ce qu'on est capable de calculer avec des outils comme Sonar. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le format un peu interactif en vous ayant montré comment on peut analyser du logiciel, le vôtre, mais aussi du logiciel open source avec des outils tels que SonarQube vous a plu. Et puis, bonne continuation et à bientôt pour la suite.